Le comptoir, hors série. Spécial champagne. Bonjour et bienvenue dans ce hors-série du comptoir spécial champagne. Aujourd'hui, Charles, on a rendez-vous avec Lucille de la maison Hugues Godmet. Avant d'aller à sa rencontre, Charles, est-ce que tu peux rapidement présenter la maison, son style et nous dire un peu pourquoi c'est une maison qui te tient à cœur? Oui, écoute, la première fois que j'ai croisé les champagnes d'Hugues Godmet, c'était à la Dive Bouteille à Saumur, dans la Loire, donc un salon spécialisé dans les vins naturels. À l'époque, j'en ai eu des frissons. Ce style singulier, pur, non dosé, issu d'une viticulture biodynamie, est un véritable hymne au terroir de la montagne de Reims. Je connaissais la réputation du domaine et de sa petite production qui était principalement réservée à la restauration étoilée, et jamais à l'époque j'aurais pu imaginer avoir quelques bouteilles pour Coca. Puis à force de persévérance, de rencontres et d'échanges, nous avons eu la chance de pouvoir proposer les vins d'Hugues sur Coca pour le grand bonheur de notre communauté. Bonjour Lucille et merci d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux rapidement te présenter et présenter le domaine ? Bonjour Marion, merci de me recevoir. Donc moi c'est Lucille Godmet, je suis vigneronne en Champagne dans le domaine familial qui commercialise sous la marque Hugues Godmet. Donc je travaille avec mes parents, moi je suis revenue sur l'exploitation il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Donc on a un domaine de 7 hectares et demi qui est réparti sur 4 villages de la montagne de Reims, donc Verzy, Verzenay qui sont classés grands crus, Villers-Marmerie et Ville-de-Mange qui sont en premier cru. On cultive les 3 principaux cépages de la Champagne, donc le Pinot Noir, le Meunier et le Chardonnay. On s'est converti, enfin mon père a converti le domaine en bio dans les années, il a eu la certification en 2013 pour le bio et en 2014 pour la biodynamie. Pour la biodynamie, on a décidé d'être partenaire de Biodivin. Et donc le domaine situé sur la montagne de Reims, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette région mythique de Champagne, s'il te plaît ? Oui, en effet, notre domaine est situé sur la montagne de Reims, donc une région mythique. Oui, c'est une région mythique de la Champagne, mais finalement elles sont toutes mythiques. Donc moi j'aime plutôt dire une des régions qui composent, une des sous-régions même, qui composent la Champagne. Alors il y a 2 parties finalement dans la montagne de Reims. Il y a la petite montagne qui est à l'ouest et la grande montagne qui est à l'est. C'est une région qui se situe, qui est finalement la plus au nord de la région de Champagne. Et elle se situe du coup entre Reims et Épernay. Donc pourquoi montagne de Reims ? Donc non, on ne fait pas de ski l'hiver en Champagne, puisque le mont culminant finalement s'appelle le mont Sinaï et il est à 286 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que cette sous-région de la Champagne, on a le parc naturel de la montagne de Reims, donc avec une belle partie de forêt sur toute la montagne, je vais dire. Et puis on a bien sûr des villages viticoles qui sont notamment très connus parce qu'il y en a 10 sur il y en a une dizaine qui sont classés grands crus sur les 17. Donc je cite par exemple Lude, Mailly, Ambonnay, Bouzy et puis bien sûr ceux auxquels on a des vignes comme Verzenay et Verzy. En termes de terroir, donc forcément c'est de la craie, donc c'est très calcaire, argileux, donc avec un sol un peu marneux, argileux, parfois sableux dans certains coins de la montagne de Reims. Et puis les cépages qu'il y a, il y a un petit peu de tous les cépages, mais la grande majorité, c'est vrai que c'est le Pinot Noir à 60% globalement, et puis 40% de Chardonnay. Et donc, comme tu le disais, le cépage roi ici, c'est le Pinot Noir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, c'est vrai que le cépage roi finalement de la montagne de Reims, c'est le Pinot Noir. On a quand même un petit peu de Chardonnay sur la montagne de Reims et puis aussi du Meunier. Mais bon, si je parle de généralité, on va dire, le Chardonnay, il est un petit peu moins présent parce que c'est un cépage qui est
plus précoce et donc un petit peu plus sensible aux gelées printanières. Et vu que nous, on est dans le nord de la montagne de la Champagne, c'est vrai que le climat y est un petit peu plus frais. Donc le pinot noir, lui, qui aime vraiment les sols calcaires, il se plaît bien dans la montagne de Reims, et puis c'est un cépage qui aime ni trop le chaud ni trop le froid, donc c'est vrai que la Champagne de manière générale est un bel endroit pour que le pinot noir exprime toute son aromatique. Donc nous, plus particulièrement dans la montagne de Reims, vu qu'on a un climat qui est un petit peu plus frais, le plus frais de la Champagne, je vais dire, ça va permettre de donner finalement une élégance et une certaine puissance au pinot noir. Le pinot noir qui lui donne quand même pas mal la charpente et la vinosité dans les vins de Champagne. Et le domaine est précurseur en Champagne dans la pratique de la biodynamie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mode d'agriculture ? Alors oui, notre domaine, ça fait plus de 10 ans qu'il est en biodynamie, enfin en bio et en biodynamie. Après être précurseur, oui et non, parce que il y a déjà depuis les années 70 certains domaines qui étaient déjà convertis en bio. Donc la biodynamie, c'est une étape supplémentaire, je vais dire, au bio. Donc on n'est pas forcément les précurseurs, mais on est partisans et on essaie de continuer et d'avancer en biodynamie. Donc la biodynamie, c'est déjà il faut déjà respecter toutes les préceptes du bio et toute la charte du bio, donc c'est-à-dire pas d'utilisation de produits issus de la pétrochimie. Donc pour traiter les vignes, on utilise du cuivre et du soufre uniquement, et puis bien entendu pas d'herbicides. Donc on travaille le sol de manière mécanique. Et donc la biodynamie, c'est vrai que c'est un concept c'est une philosophie et une façon de penser qui va au-delà du bio et donc qui n'est pas récente, parce que c'est finalement le scientifique Rudolf Steiner qui dans les années 20 se rend compte que finalement il y a un déclin il y a le sol de l'agriculture est de plus en plus pauvre, et donc c'est des études qu'il a fait pour un retour finalement et un renouveau du sol pour qu'il soit plus riche, plus vivant, pour donner de meilleures choses. Donc la biodynamie, c'est finalement aussi de l'observation, de l'écoute, et le fait pour le vigneron de comprendre sa terre, donc de manière tangible, mais aussi avec le ressenti. Voilà, essayer de comprendre, d'observer le vivant qui du coup pour nous est la vigne, pour essayer de trouver finalement le meilleur des équilibres, parce que le sol finalement est le partenaire de la vigne, et donc pour trouver un équilibre et que la vigne se sente le mieux possible finalement, pour pouvoir échanger au mieux du coup avec le sol, avec l'air, avec le soleil, pour finalement donner le meilleur des raisins, parce que finalement pour faire un bon vin, il faut déjà que la matière première elle soit très bonne. Donc les préceptes de la biodynamie finalement, ça va être l'amélioration du sol et de la plante, donc via des préparations qui peuvent être végétales, donc avec des décoctions de plantes, et puis il y a aussi des préparations animales, donc avec la bouse de corne, et puis des préparations minérales, voilà. Et toutes ces préparations sont appliquées à des moments précis, donc en fonction du cycle végétatif, mais aussi en rapport avec le calendrier lunaire. Donc c'est vrai que c'est des adaptations de chaque année en fonction de la météo, du climat,
que du coup on va appliquer certaines plantes, certaines décoctions, certaines huiles essentielles à des moments. Des années, on va utiliser certaines huiles essentielles et puis d'autres années, on ne va pas du tout les utiliser. Par exemple, en termes de décoction, on peut mettre de la camomille quand les journées sont chaudes et les nuits sont fraîches pour apaiser. Voilà, c'est un petit peu comme, je vais dire, de l'homéopathie. Mais voilà, donc la biodynamie, pour nous, c'est vraiment un équilibre entre donc le sol, la vigne, et puis aussi le respect de ceux qui travaillent dedans, dans la vigne, au quotidien, et le respect de ceux qui consomment le vin. Et est-ce que c'est une pratique, la biodynamie, en Champagne qui est très répandue pour la culture de la vigne ? Oui, alors c'est vrai qu'en Champagne, la biodynamie n'est pas très répandue. Enfin, si, elle peut l'être, mais si je parle de manière vraiment certifiée, en France, il y a 2 organismes qui sont certificateurs, donc Déméter et Biodivin. Et je pense qu'il y a une vingtaine ou une petite trentaine de domaines qui sont certifiés en biodynamie. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui, tout comme le bio, en Champagne, c'est vrai qu'on est on est un petit peu en retard par rapport à d'autres régions viticoles sur le bio, la biodynamie. Après, je vais pas donner des excuses parce que c'est pas le cas et on y arrive quand même. Nous, en bio et en biodynamie, on essaye d'y arriver malgré les intempéries et les contraintes des différentes années. Mais c'est vrai que la Champagne, c'est quand même l'AOC la plus au nord, donc c'est vrai que avec une hygrométrie qui est quand même assez importante, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile de faire du bio en Champagne que dans d'autres régions viticoles. Mais c'est vrai que la Champagne est en train de bouger et on a de plus en plus de viticulteurs qui réduisent les intrants et qui se certifient en bio et même en biodynamie. Et donc, c'est vrai que les choses évoluent, je vais dire, dans le bon sens. D'accord. Et c'est quoi alors le terroir champenois pour toi ? Ah, le terroir champenois. Qu'est-ce que c'est le terroir champenois pour moi ? Alors, je vais pas dire le terroir champenois, parce que pour moi, si on parle de la terre, du sol, du sous-sol, du climat, c'est les terroirs champenois, puisque il y a une multitude de diversité de terroirs, finalement, avec des sous-sols, des sols et des sous-sols qui sont plus ou moins calcaires, plus ou moins argileux, avec un peu de silex. Enfin, voilà. C'est vrai que entre la montagne de Reims et par exemple la Côte des Barres, les sols sont complètement différents. Et c'est ce qui fait la diversité du terroir de Champagne. Mais pour moi, le terroir, il n'y a pas que le sol en tant que tel. Il faut aussi parler de comment il est bonifié et des hommes qui y travaillent et de ce qu'ils font dessus. C'est aussi pour ça que le terroir champenois, il a une certaine aura au niveau du monde. Voilà, c'est avec tout le savoir-faire, les gestes, l'entretien, l'adaptation que l'on a au quotidien et d'année en année, l'adaptation avec le réchauffement climatique, et les hommes qui travaillent, qui réfléchissent pour pouvoir s'adapter à ce que sera demain, parce que finalement on n'est pas maître du climat, on n'est pas maître du futur, donc il faut essayer d'anticiper tout ça pour pouvoir avoir une belle aura sur le terroir champenois et puis pouvoir que le terroir champenois donne ce qu'il a de meilleur à donner grâce aux hommes pour pouvoir faire le meilleur des champagnes et faire ce qu'est la Champagne aujourd'hui et la renommée qu'a la Champagne à travers le monde. Merci beaucoup. On a un petit rituel dans ce podcast. À chaque vigneronne qu'on rencontre, on leur demande d'expliquer quelques étapes de la fabrication du champagne. Alors, est-ce que toi, de ton côté, tu pourrais nous expliquer les 2 dernières étapes dans la production de champagne, qui sont le dégorgement et la liqueur d'expédition ?
Alors oui, les 2 dernières étapes de production du champagne, donc c'est le dégorgement et le dosage, la liqueur d'expédition. Alors c'est vrai que c'est les derniers moments où on peut où on a un contact avec le vin, avec le vin qui est déjà mis en bouteille. Donc le dégorgement finalement, ça va consister à retirer, à expulser le dépôt qui a été créé tout au long du vieillissement. Parce que quand on met le vin en bouteille, enfin le champagne en bouteille, donc qui est à ce moment-là un vin clair, un vin tranquille, je vais dire, on y ajoute du sucre et des levures. Ensuite, on ferme la bouteille et donc ces levures, elles vont venir manger le sucre, il va créer du gaz carbonique qui va s'appeler la prise de mousse. Et donc, tout au long du vieillissement en cave, ces levures, elles vont venir mourir et donc créer un dépôt. Et ce dépôt, pour pouvoir commercialiser le champagne, c'est quand même mieux de le retirer pour que le champagne soit clair. Donc, quand on estime que le vin est prêt à être commercialisé, on va donc prendre les bouteilles de la cave, venir les remuer. Donc le remuage, donc j'explique un peu le remuage aussi, ça va être de venir tourner les bouteilles pour que tout le dépôt il aille dans le col de la bouteille. Donc une fois que tout le dépôt est dans le col et que le champagne est clarifié, on va dire, on va venir on va faire la phase de dégorgement. Donc on va prendre les bouteilles, donc bien sûr en faisant attention de ne pas remélanger le dépôt, on va les mettre dans un bac à glace. Donc un bac à glace, c'est un bac où on va venir plonger les cols de bouteille dans un liquide qui est à moins 27 degrés, donc en un quart d'heure, le dépôt est emprisonné dans un glaçon. On va venir prendre la bouteille et donc soit de manière manuelle qui s'appelle à la volée, un dégorgement à la volée, ou alors de manière mécanique, donc avec des machines, ouvrir la bouteille et donc avec la pression qui est à l'intérieur de la bouteille, ça va éjecter le glaçon et donc par conséquent le dépôt. Et ensuite, une fois que le dépôt est évacué, on va venir refaire les niveaux et donc passer à la phase de dosage. Donc le dosage, finalement, c'est un ajout de sucre. Donc souvent, ça peut être du sucre de canne ou du sucre de betterave ou même du sucre de raisin qu'on va venir réajouter dans la bouteille. Et donc à ce moment-là, donc on va faire un champagne qui est soit brut nature si on décide de ne pas ajouter de liqueur d'expédition, mais ça peut être un champagne donc extra brut, extra sec, doux, en fonction du grammage que l'on veut. Voilà, le dosage, c'est vrai que c'est vraiment la dernière petite touche du vinificateur pour apporter, pour faire en sorte que son champagne lui ressemble ou alors ressemble à ce qu'il a envie. Donc voilà, c'est vrai que le dosage, c'est la dernière grande étape pour pouvoir faire un vin qui ressemble avec un goût maison. Nous, c'est vrai que à la maison, les champagnes sont faiblement dosés. En fait, avant chaque dégorgement, on redéguste les vins et puis on décide de doser ou de ne pas doser. Et justement, je remarque dans mon entourage que les habitudes de consommation se tournent de plus en plus vers les champagnes non dosés. Est-ce que tu constates qu'il y a pour autant toujours de l'engouement pour les champagnes doux et est-ce que finalement le sucre a de l'avenir en champagne ? Alors oui, c'est vrai que le dosage, le sucre est de moins en moins à la mode, je vais dire, et qu'on a plus tendance à réduire les intrants, réduire le sucre, que ce soit dans le vin ou même dans la consommation de manière générale. Je pense que c'est influencé. Et puis
C'est vrai que au début du champagne, les vins étaient très très sucrés. C'était du doux, c'était des champagnes qui étaient très très doux et qui étaient aussi consommés avec les desserts. C'est vrai que les habitudes de consommation changent et que maintenant on consomme un peu plus le champagne en apéritif ou alors même tout au long du repas. Et c'est vrai qu'avoir des champagnes doux là n'a plus forcément tant d'intérêt. Voilà, je pense qu'on a il y a une tendance de consommation aussi qui est donc à la réduction du sucre, mais aussi plus le côté goût de terroir. C'est vrai que le sucre est un inhibiteur de goût, donc ça peut cacher certains arômes, des bons comme des moins bons. Et puis maintenant, on est quand même, c'est vrai, plus dans une consommation du naturel avec des techniques de vinification qui ont évolué et qui permettent pas que les techniques de vinification finalement, parce qu'il y a aussi le climat qui fait que on a tendance à avoir des champagnes qui sont peut-être un peu moins tendus, quoique finalement nous avec la biodynamie on a vu au travers des années que les vins devenaient plus précis, plus tendus, mais ça je pense que c'est grâce au travail de la biodynamie. Mais donc le dosage en tant que tel, est-ce qu'il a un avenir ? Je pense que tout dépend des consommations et des consommateurs. C'est vrai que nous, on a encore des champagnes qui sont un petit peu dosés. On en a un qui est dosé à 15 grammes. Mais je pense que ça dépend de certains marchés aussi. Nous, en France, par exemple, c'est vrai qu'on est plus à une tendance de zéro dosage ou très faiblement dosé, donc avec un extra brut ou voire un brut. Mais dans certains pays, si je parle moi de mon expérience et de ce qui se passe à la maison, on garde quand même un extra sec pour certains pays comme l'Allemagne, mais ça reste quand même des volumes qui sont très anecdotiques. Voilà, donc est-ce que le sucre a un avenir en Champagne ? L'avenir le dira, je vais dire. Merci Lucille d'avoir accepté notre invitation et merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les suivants, vous pouvez vous abonner aux notifications podcast et live dans l'app Coca ou encore vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify. Merci Lucille, merci Charles. Merci. Merci Marion pour ton invitation et je vous souhaite une bonne journée.